Messieurs, dames, bienvenue. On va commencer, si vous le voulez, pour cette conférence ultra personnalisée. Vous l'avez remarqué, vous allez pouvoir poser plusieurs questions chacune. Donc profitez-en. Donc je vous présente ou représente nos intervenants pour ceux qui ne les connaissent pas. Monsieur Régis Ten, qui est chef du département du cycle de l'eau à la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Voilà. Et puis Monsieur Francis Bertrand, qui est directeur du pôle compétitivité Dream Eau et Milieu, dont je le laisserai expliciter la signification. Je vous laisse, messieurs, nous faire votre présentation à deux voix. Et puis, comme pour chaque conférence, je vous inviterai à répondre aux questions éventuelles de nos invités, nos participants. Merci beaucoup. Bonjour à tous, même si le tous n'est pas très nombreux. Nous avons une parité exceptionnelle pour une fois. C'est même plus que c'est même plus de la parité là. Bonjour donc. On va vous présenter. Alors, les assises de l'eau ont conduit à une démarche extrêmement foisonnante d'idées, de mesures, de propositions plus ou moins concrétisées dans leur précision et, quoi qu'il en soit, très mal financées. Donc, ce qui obérera forcément leur réalisation. On vous fera une présentation un petit peu des conclusions générales sans rentrer dans le détail des mesures. Je pense qu'il y a une deuxième partie de la présentation qui détaille plus en profondeur un certain nombre de mesures, mais sauf si ça vous intéresse. Mais elles seront accessibles, je pense, sur le site internet de Cyclo. Et donc, vous pourrez consulter plus de détails là-dessus ultérieurement. Alors, je ne sais même pas dans quel sens ça passe. Voilà. Alors, juste rapidement, la FNCCR, Association de collectivités, les services publics locaux dans les domaines de l'énergie, distribution d'électricité, de gaz, transition énergétique, réseau de chaleur, etc. Dans les domaines du numérique, à la fois mutualisation informatique et développement des communications électroniques et des services associés. Et puis le domaine de l'eau, donc cycle de l'eau qui intègre le petit et le grand cycle et sans avoir d'ailleurs nécessairement à essayer de faire une différence un peu artificielle des choses. Et donc avec un objectif de représentation, d'aide aux collectivités sur la mise en œuvre de leur politique. Et puis, alors on peut appeler ça du lobbying, de la défense de l'intérêt général, etc. Enfin bon, voilà. En tout cas, rappeler notamment aux parlementaires, et c'est encore plus prégnant actuellement où on sent qu'il y a quand même un petit décalage entre l'ancrage territorial de nos parlementaires et donc de faire le lien entre les besoins locaux très divers et une représentation parlementaire qui a toujours eu, mais ça ne change pas beaucoup, tendance à envisager les choses que de manière assez figée. Il y a un seul problème et une seule solution partout. Bon, alors on voit que ça évolue un petit peu, mais voilà, c'est un de nos rôles essentiels. Et puis on publie un certain nombre de guides. J'en ai mis quelques flyers à l'entrée que vous pourrez voir. Je laisse Francis sur Dream. Merci, bonjour à tous. Alors, un petit point sur ce que nous sommes. Dream, c'est un pôle de compétitivité. Je vais préciser ça dans un instant. L'acronyme Dream, ça fait très anglais, mais en définitive, c'est un petit peu les thématiques de notre pôle que vous pouvez voir s'exprimer à travers ces 5 lettres. En l'occurrence, je vous le donne en 1000, durabilité de la ressource en eau associée au milieu. Donc notre fonction ou nos sujets d'intérêt en matière de développement de la compétitivité des entreprises, eh bien, c'est la ressource en eau en général quand elle est associée au milieu. On a notre logo en vert, clairement, on a une connotation environnementale, en tout cas sur des activités plus environnementales qu'industrielles dans le domaine de l'eau. Un petit retour sur ce que sont les pôles de compétitivité. Si vous voulez rencontrer de leurs adhérents, il suffit d'aller derrière ce rideau parce qu'on a un petit espace. Oui, après, pas avant qu'on ait terminé, bien sûr.
on a 3 fonctions. Un pôle de compétitivité, comme son nom l'indique, c'est un rassemblement, c'est un pôle, et c'est fait pour aider la compétitivité des entreprises, ce qui signifie que sur leur forme associative, les pôles regroupent des entreprises de toute taille sur un domaine d'activité, des académiques, instituts de recherche, laboratoires de recherche. Et leur objectif commun, c'est de sortir des projets innovants, parce que le postulat de départ de la démarche des pôles de compète, c'était ni plus ni moins que de monter en compétence et en compétitivité les entreprises en allant chercher l'innovation dans les laboratoires. C'était le schéma initial. Donc notre fonction, elle est celle-ci, faire du réseautage, faire que ces entreprises, ces laboratoires se rencontrent et qu'ils fabriquent ensemble de l'innovation et donc de la compétitivité. Voilà. 3e mission associée au pôle, c'est de pousser ces entreprises à se développer à l'international. Ce que je vous dis n'est pas écrit sur cette slide parce que je voulais, comme je l'ai fait hier soir, vous annoncer l'étape d'après de notre démarche de pôle de compétitivité. On est peut-être les derniers à vivre sous l'égide de plans, en fait, les pôles de compétitivité, parce que depuis leur initiation en 2005 ou 2006, 4 phases de la politique des pôles se sont succédées. Et on vient d'entrer dans la 4e. Et les critères qui nous ont permis d'être labellisés à nouveau pôle de compétitivité nous ont imposé d'enclencher un rapprochement avec les 2 autres pôles existants en France, à savoir Aquavalais en Occitanie et Hydreos dans le Grand Est. Et nous avons tordu le bras au cahier des charges en disant non, on ne fusionne pas, on ne va pas faire un seul de nous 3 juridiquement, on va faire une fédération de nos 3 structures et c'est cette fédération qui aura le statut de pôle de compétitivité. Et cette fédération s'appelle France Water Team. Voilà où je voulais en venir. Donc maintenant, il n'y a plus 3 pôles de l'eau en France, il y a un pôle de compétitivité composé des 3 structures, Dream, Hydreos, Aquavalais. Les fonctions sont les mêmes, simplement maintenant, on dit nous sommes 500 adhérents et on couvre l'ensemble des thématiques du secteur de l'eau. Voilà, je ne vais pas plus loin là-dessus, les détails, les explications, juste derrière ce rideau, après notre propos. Et juste, alors c'est pas un complément, mais pourquoi on présente ensemble? Il se trouve que depuis, alors c'était pas lié au pôle de compétitivité, mais les politiques sectorielles de l'État sont multiples et plurielles. Il se trouve qu'il y a eu un travail qui a été entamé depuis 2008 sur le développement des filières industrielles. Alors, industriel, c'est un grand mot, ça ne veut pas dire... justement, peut-être que c'est plus très la grosse production, dans un certain nombre de secteurs d'activité, dont celui de l'eau et des milieux aquatiques, qui a été centré à l'origine très fortement sur le développement des entreprises, et clairement porté par le ministre, par Bercy, par la Direction générale des entreprises, et qui avait un petit peu oublié qu'un marché, c'est certes des produits, c'est aussi des clients. Et après quelques années de discussions, plus ou moins faciles, plus ou moins productives, la filière eau s'est créée en regroupant à la fois le monde de l'entreprise et et notamment les grands maîtres d'ouvrage, les grands clients de ces entreprises. Pour ce qui concerne le domaine de l'eau, ce n'est pas la même chose dans l'aéronautique, mais dans le domaine de l'eau, qui sont les collectivités en charge des compétences liées au cycle de l'eau, c'est-à-dire aussi bien les tuyaux d'eau potable que la restauration des milieux aquatiques, en passant par la dépollution et la gestion du trait de côte. Et donc dans ce cadre-là, il y a une association filière française de l'eau qui a été créée il y a 1 an maintenant, enfin formelle 2 ans en termes de statut, et dans lequel justement c'est un lieu à la fois de parole pour les acteurs du monde de l'eau, et aussi un lieu interne où on peut discuter, confronter des idées. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout, rassurez-vous. Chacun défend ses intérêts, mais de voir comment nos intérêts respectifs, quand ils ne sont pas contradictoires, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais en tout cas d'essayer de les faire converger et au moins sur les sujets sur lesquels on a des enjeux communs, de travailler ensemble. Et ça a été notamment le cas lors des assises de l'eau,
puisqu'elles ont été initiées par le président de la République, hein, enfin à la demande du président de la République, en mobilisant une grande partie des acteurs du monde de l'eau. Et on a eu en particulier à ce moment-là besoin de porter un certain nombre de messages communs à l'ensemble des acteurs, et ça a été un bon vecteur. Donc les assises, c'était Congrès des maires de France de 2017, une thématique essentielle portée par le président de la République, c'était la gestion patrimoniale, hein, en tout cas les problématiques de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement. Le constat que l'intercommunalité, ça y participe, mais que c'est pas tout, et qu'il fallait mettre une priorité à ces travaux. Alors très rapidement, justement, la plupart des acteurs, sauf peut-être un, a dit c'est un peu étroit, le renouvellement des réseaux, c'est important, hein, mais il n'y a pas que ça dans la vie, et dans la vie de l'eau. Et donc, on a assez collectivement plaidé plus largement pour travailler sur l'ensemble du petit cycle, déjà, hein, donc aussi les problématiques d'assainissement, les problématiques de gestion de ressources en eau. Et puis, évidemment, on parle de ressources en eau, on parle de gestion quantitative, on parle de gestion qualitative de la ressource, pour pas être simplement dans une logique de traitement curatif. Et donc, ça a été aussi de dire il faut travailler sur le grand cycle de l'eau dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Alors, les assises étant parties sur la partie vraiment renouvellement, elles ont été un peu élargies sur le petit cycle. Et une deuxième séquence a été annoncée et conduite finalement en 2019 sur la partie grand cycle changement climatique. Alors, trois grandes thématiques sur les premières assises, hein. Service public de l'eau et de l'assainissement performant. Un prix de l'eau qui soit juste, ce qui ne veut pas dire qu'il soit bas. Je le dis tout de suite parce que, voilà, il faut être clair. Et puis des outils financiers qui permettent de financer cette ambition. Avec un comité de pilotage qui s'est réuni sur nos trois thématiques. Hein. Jean Launay, qui était président du Comité national de l'eau, sur la thématique de diagnostic. Hervé Paul, qui est président de la régie Côte d'Azur et vice-président de la métropole de Nice, sur les enjeux d'ingénierie technique et juridique. Et puis Alain Lambert, mais au début en tout cas, sur les questions d'ingénierie de financement. 17 mesures annoncées il y a tout juste un an, hein, fin août 2018. Quelques chiffres. Ah, il y a un petit jaune qui est resté, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Dans le cadre du projet initial des assises, hein, donc c'était clairement gestion patrimoniale, lutter contre les fuites d'eau dans les territoires ruraux. Alors d'abord, des fuites, il n'y en a pas dans les territoires ruraux, hein, mais c'était un petit peu le leitmotiv. Avec une série d'annonces, notamment financières. Je vois sur les agences de l'eau de manière un petit peu compliquée dans la mesure où les assises se sont conclues au moment où les programmes financiers, les 11e programmes au plan financier étaient déjà bouclés. Hein, donc on a un peu torturé les chiffres pour que ça rentre dans les cases qui avaient été annoncées, avec 2 milliards d'euros sur le financement du renouvellement des réseaux ruraux en particulier, et des usines, hein, avec le critère ZRR qui a été un petit peu assoupli suivant les agences, puisqu'il y a certaines agences où de toute façon les ZRR, il n'y en a quasiment pas, mais il y a quand même des ruraux. Et des territoires où il y a tellement de ZRR que ça devient difficile à financer. Pour l'heure, sont annoncés sur les 2 milliards d'euros presque 100 millions d'euros déjà engagés au titre de ces 2 milliards. Alors, ça ne veut pas dire que c'est grâce aux assises. Hein. Il faut être honnête, hein, il y en avait quand même une bonne partie qui était déjà dans les tuyaux
au sens propre et figuré. Également 1,5 milliard d'euros pour les services publics qui ont une capacité d'investissement. Donc les premiers, c'est vraiment les services ruraux sur lesquels le constat, c'est que quand on a 100 mètres de tuyaux à renouveler pour un abonné, enfin par abonné, la charge financière, si elle était supportée intégralement par le prix de l'eau, conduirait à des tarifs absolument prohibitifs. Et même si les services se regroupent entre eux, ça restera très cher sur les territoires ruraux où, de toute façon, on va rassembler essentiellement des ruraux ensemble. Donc, les ratios, ils ne bougent pas. Hein. On en a plus, mais on n'a pas beaucoup plus de recettes. Donc là, c'est vraiment une solidarité vers le milieu rural. Les deuxièmes, c'est plutôt les services qui sont en retard structurel d'investissement, mais qui ont théoriquement une capacité d'investissement suffisante, ou en tout cas raisonnable, sur lequel il faut plutôt financer un coup de pouce pour réenclencher des bonnes dispositions en matière de gestion patrimoniale, ce qui veut dire passer par des contrats de progrès beaucoup plus simples que ce qui a été imaginé dans les DOM, mais qui partait un petit peu du même principe, un diagnostic, des engagements formels, un plan d'action et une mise en œuvre. 1 milliard d'euros sur les autres travaux, notamment les eaux pluviales, puisque c'est quand même désormais une des grandes priorités en lien avec le milieu. Donc là, oui, j'ai pas cité les chiffres, mais vous les avez. Et puis, des financements sur la connaissance patrimoniale, qui ont déjà mobilisé 20 millions d'euros. Mais là encore, c'était des programmes qui étaient déjà, pour la plupart, engagés. Il y a également des facilités d'emprunt. Vous aviez hier soir le représentant de la Banque des Territoires sur les aquaprêts. Je mets juste un bémol. Hein, les prêts, ça se rembourse. En général. Hein, en tout cas, c'est ce que... Voilà. Et donc, voilà, c'est pas la panacée. Et là aussi, quand on dit, voilà, on ne peut pas laisser un patrimoine vieillissant à nos enfants, je veux dire, leur laisser des dettes, c'est un peu pareil. Dans tous les cas, c'est bien les générations futures qui vont payer. Soit un renouvellement qui n'a pas été fait à temps, soit des annuités d'emprunt qui auront été contractées pour financer leurs besoins. Ce n'est pas forcément absurde, mais il faut quand même avoir ça en tête. Hein. Ce n'est pas une ressource financière nouvelle, elle sera lissée dans le temps. Et puis d'autres aides qui étaient, ou d'autres axes de financement qui ont été largement évoqués, parce que cette ambition, je rappelle quand même, hein, dans le cadre du 10e programme, était fléchée presque 7 milliards d'euros sur le petit cycle de l'eau, et que là, on a quand même perdu pas loin de 2 milliards sur 5 ans. Hein, donc, mais je veux dire, c'est très bien d'avoir sauvé, entre guillemets, 5 milliards d'euros, mais enfin... ça en fait quand même beaucoup moins qu'avant. Et donc l'objectif, c'était aussi de voir où on trouve des moyens financiers. Donc il y a des travaux qui sont engagés et dont on parle depuis longtemps, à travers notamment la mobilisation des fonds européens. Alors les fonds européens, ils ne renouvelleront pas des tuyaux, mais l'adaptation au changement climatique, les modifications des pratiques agricoles pour protéger les ressources en eau, etc. Tout ça, c'est des thématiques qui rentrent dans le champ des interventions européennes. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop la culture, à la fois au niveau des régions et même de l'État, de mobiliser ces fonds sur ces sujets-là. Je ne sais pas si... Oui, un petit complément très, très conjoncturel. J'étais moi lundi à Bruxelles, la nouvelle commission... Elle met un enjeu très fort, hein. Elle prépare un Green Deal, donc je pense que la programmation prochaine des FEDER-FEADER va se trouver teintée fortement sur ces sujets-là. Voilà, l'enjeu, c'est que dans les régions, on s'en saisisse, puisque c'est aujourd'hui les régions. Alors, peut-être, cela dit, puisque ça se discute, qu'après 5 ou 6 ans de transfert de la gestion des fonds européens aux régions, il est question de renationaliser la gestion des fonds européens. Je veux dire, à la limite, je ne vais pas me prononcer sur si c'est bien ou si c'est mal. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y a une acculturation de nos thématiques de l'eau sur ceux qui seront gestionnaires des fonds européens, qui aujourd'hui ne sont pas trop sensibilisés aux enjeux de l'eau, y compris grand cycle. Hein. Je ne parle même pas des tuyaux, hein, même sur la partie grand cycle.
Et puis, il y a des fonds qui étaient programmés sur les investissements d'avenir et sur lesquels je crois qu'on peut dire que c'est pour le moment des promesses, mais sans qu'il y ait de chiffres et de... Je confirme. C'est difficile de trouver ces volumes-là. Désolé pour le petit coup de surligneur qui persiste, mais on a cherché un moment et on n'a pas retrouvé pour l'instant. Bon, d'autres propositions qui là ne sont pas sur un plan tellement financier, mais beaucoup plus sur des enjeux de gouvernance et de gestion technique, hein, avec le 6PA, ça ne va pas révolutionner les services, mais voilà, des obligations de meilleure connaissance patrimoniale à travers les schémas directeurs, les inventaires, les programmes pluriannuels d'investissement, un volet sur le contrôle obligatoire des raccordements d'eau potable et d'eau usée au moment des ventes, à l'instar de ce qui se fait pour l'assainissement non collectif. Alors, c'est là où je disais qu'on a aussi parfois un problème de cohérence, parce qu'il faut être très honnête. Les assises se sont conclues le 28 août 2018 pour la partie première séquence. Au mois de septembre est arrivé en débat au Parlement le projet de loi Élan sur le logement, sur lequel nous avons, et d'autres, proposé un amendement pour mettre en œuvre cette disposition. Hein. Alors, je vous dis très clairement, hein, il était prêt depuis longtemps, puisque ça fait un moment que les services le proposent, et l'amendement a été rejeté, avis négatif du gouvernement. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être un tout petit question, sachant que ça provenait du même ministère, puisque le logement fait partie du ministère de la transition écologique et solidaire. Donc voilà, la transversalité au sein même des politiques publiques de l'État n'est pas toujours au rendez-vous. Hein. Et puis, dernier point sur lequel... il y a les thématiques d'assistance technique. Hein, on a vu... alors paradoxalement, c'est là aussi où on a eu un élargissement des missions d'assistance technique de solidarité des départements. Alors c'était là aussi une discussion qui était engagée depuis 4 ans, mais qui cette fois-ci par contre a abouti. Hein. Et puis il y a un champ là aussi innovation qui a été affiché sur mobilisation de 50 millions d'euros des agences de l'eau sur le goût de l'eau, etc., et sur les travaux sans tranchées, enfin voilà, des secteurs d'innovation, et sur lequel là aussi, enfin peut-être qu'on aura un éclairage, mais on n'a pas encore vu grand-chose se concrétiser de ce côté-là. Et en lien avec ça, voilà, le comité de suivi de la filière eau est mandaté justement pour travailler sur ces sujets-là. Et peut-être initier des appels à projets ou des choses de genre. Mais pour le moment, là encore, on n'a pas trop de concrétisation. Oui. Et d'autre part, le CSF, le comité stratégique de filière, c'est une structure de coordination. Elle est dotée du meilleur moyen qu'elle est, ou du plus, c'est le bénévolat de chacun. Oui. Donc il n'y a pas de sous derrière le CSF, clairement. Il y a de la coordination, mais c'est tout. Et dernier point, puisque malgré tout, même si ce n'est pas officiellement dit ou reconnu, le prix de l'eau va augmenter, quoi. Hein, je veux dire, on veut mettre 1 milliard ou 2 milliards d'euros de plus sur l'investissement et sur la gestion patrimoniale, il faudra bien le prendre quelque part. Donc, pour rendre la pilule avalable par tout le monde et en particulier par les plus pauvres, il y a une réflexion qui est engagée sur la tarification sociale avec des dispositions qui sont en cours de préparation, qui devraient donner lieu... Alors il y a déjà une expérimentation liée à la loi Brottes, hein, et qui devrait donner lieu, je touche du bois, sur le projet de loi engagement et proximité, à un amendement sur lequel on travaille avec le ministère, l'AFP2E, un certain nombre d'acteurs, pour proposer des outils et des dispositifs permettant aux collectivités de mettre en œuvre des tarifications sociales, des outils d'aide au paiement des factures d'eau de leurs abonnés, voire de proposer un dispositif national. Deuxième séquence des assises de l'eau, donc engagée en gros fin 2018 et premier semestre 2019,
vraiment centré changement climatique, ressources en eau, et enjeux de biodiversité dans tout ça, hein, évidemment, avec 3 axes principaux. Il faut économiser l'eau, protéger l'eau, la ressource en eau, et la partager. Alors, les 3 groupes, ils ont été dans cet ordre-là. C'est vrai que la logique, c'est d'abord de regarder qu'est-ce qu'il y a comme eau disponible, ensuite, donc comment on la protège aussi, hein, quantitativement et qualitativement. Quel est l'écart entre ce qu'on peut prélever et ce que l'on voudrait prélever, et puis voir ensuite comment on la partage, et une fois que c'est partagé, ou en lien avec les règles de partage, comment chacun des acteurs économise cette eau qui lui sera attribuée. Donc on a un certain nombre d'axes de travail sur les économies d'eau, sur la protection et sur le partage avec les PTGE. 2 autres thématiques se sont rajoutées, hein, alors qui sont des thématiques plus transversales. La première, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire, en gros, comment connecter, ou comment faire de la transversalité, comment connecter 2 politiques publiques, une politique publique avec un enjeu biodiversité, hein, et adaptation au changement climatique, et la résolution des problèmes qui se posent concrètement pour la société, pour la collectivité. L'exemple le plus classique, hein, c'est la gestion des eaux pluviales. Il faut les gérer, il faut éviter le ruissellement et l'érosion, il faut éviter les inondations. L'infiltration, c'est une très bonne solution, et ça tombe bien, c'est un bon moyen de recharger les nappes, c'est un bon moyen de favoriser les zones humides, c'est un bon moyen de favoriser la biodiversité, et pas que les moustiques, dans les zones habitées ou en périphérie. Donc voilà, typiquement, c'est ce qu'on appelle une solution fondée sur la nature. Donc l'idée, c'est de dire dans tous les axes qu'on voit, il y a des solutions qui sont fondées sur la nature qui peuvent être tout à fait pertinentes. Ce qui ne veut pas dire absence de technologie, ce qui ne veut pas dire absence d'innovation. Il y a plein de choses qui se font en innovation qui, justement, s'inspirent ou utilisent les dispositifs naturels. Ça reste une bactérie qui est pure dans la plupart des stations d'épuration, hein. C'est d'une certaine manière déjà une première ébauche de solutions fondées sur la nature. Et puis un groupe sur le financement et la gouvernance qui a regroupé à peu près tout le monde. Voilà, donc les premiers objectifs, protéger les captages. Je ne vais pas tout détailler, mais enfin, on revient sur les captages Grenelle. Enfin, on remet une couche pour dire qu'il y a vraiment une priorité là-dessus. Des actions, notamment auprès des SAFER, notamment dans les aires d'alimentation de captage, puisque aujourd'hui, c'est une priorité qui n'est pas vraiment, qui est théoriquement affichée, mais qui n'est pas réellement mise en œuvre dans la plupart des cas. Les économies d'eau. À ce titre-là, je souligne juste, puisque la ministre Emmanuelle Vargon nous a demandé d'animer un groupe de travail sur les bonnes pratiques d'économie d'eau qui peuvent être initiées ou portées directement par les collectivités sur l'eau potable, hein. Donc, les économies d'eau en irrigation, ça c'est chose gardée, hein. Donc celle-là, voilà. Mais par contre, sur la thématique, et donc le groupe de travail est pas encore, ou les groupes de travail qui vont être mis en place dans le cadre de ce club de bonnes pratiques sera formellement créé à l'automne. Troisième objectif. Ah non, c'est pas le bon papier. Troisième objectif, préservation des cours d'eau et des zones humides. Alors là encore, il y a aussi un peu de recyclage, puisque les 25 000 km c'était déjà prévu, hein. Mais en tout cas, ils sont réaffirmés. Mais là encore, la conclusion que l'on peut en tirer, et je vais m'arrêter là, c'est que les ambitions sont énormes,
les moyens affectés sont extrêmement réduits, extrêmement modestes par rapport à cette ambition, et qu'à un moment donné, il faudra trancher. Soit on considère qu'effectivement la politique de l'eau dans sa globalité d'adaptation au changement climatique est une priorité absolue, enfin en tout cas dans les très grands rangs de priorité, et ce qu'on peut lire, vu toutes les actions qui sont proposées, c'est effectivement le cas, mais à ce moment-là, il faut s'en donner les moyens financiers, mais aussi juridiques et en matière de gouvernance, sachant qu'il y a un certain nombre de solutions techniques, entre guillemets, qui sont à inventer. Tout n'est pas... on ne sait pas tout faire. Ou alors on considère que c'est que de l'affichage, et effectivement, on va continuer à saupoudrer un peu, et en disant, voilà, ça c'est une priorité d'aujourd'hui, puis ça deviendra une autre priorité demain, mais à la fin, on n'aura pas une stratégie claire sur ces enjeux. Merci, messieurs, pour cette synthèse. Alors, synthèse à la fois rapide, vu le temps qui vous est imparti, mais suffisamment précise et exhaustive pour passer en revue l'ensemble des sujets qui ont été traités. Et je vous en remercie au nom de nos participants, notamment, avec un certain nombre de notions assez pointues dans lesquelles les uns ou les autres ont pu se retrouver par rapport à certaines de leurs préoccupations. Mais je me tourne vers vous pour vous proposer de prendre la parole et de vous exprimer ou de poser les questions qui vous sembleront intéressantes à ce stade pour en savoir plus. Madame, je vais vous passer le micro dans un instant. N'hésitez pas à lever la main pour... Alors, madame, je vous passe le micro tout de suite et après tout de suite, monsieur, je vous laisse nous poser votre question. Oui, merci. Merci beaucoup. Moi, je me permets d'intervenir en tant qu'association Parc national zone humide pour le Bourbonnais, puisqu'on relance le projet du Grenelle de l'environnement de 2009 qui avait sélectionné l'Allier. Donc vous avez parlé du Grenelle et effectivement, en théorie oui, en pratique il n'a pas été mis en relation. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport à l'infiltration. Je ne fais pas le lien avec les zones humides. Pour moi, les zones humides ont une autre... disons, c'est une autre catégorie. Mais voilà, donc peut-être que vous pourrez un peu plus m'expliquer. Ensuite, la deuxième question, concerne la pollution. Est-ce qu'elle est contrôlée, la pollution des nanoparticules et de la radioactivité, puisqu'on a le cas de la Bèbre sur l'Allier qui a été constaté, qui est marqué au niveau du Sénat en 2004. Merci madame. Alors je ne voudrais pas reformuler vos questions, mais je vous rappelle que là on n'est pas dans un débat, mais dans l'énumération des différentes discussions qui ont eu lieu, de tout ce qui s'est traité au sein des assises de l'eau et dans le cadre des différentes réunions, des différents comités de pilotage. Donc peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus l'un ou l'autre sur cette... Vous aviez une diapo sur les zones humides, monsieur Ten, je ne sais pas si on peut y revenir, parce qu'il y a eu plusieurs sujets, plusieurs articles. Voilà, c'est peut-être l'occasion, c'était peut-être la suivante, je crois que c'était l'objectif 3, sauf erreur. Objectif 3, voilà. je crois de mémoire. Non, c'est pas ça, voilà. Alors, bon, c'est certainement des choses qui ont été évoquées, j'imagine, mais jusqu'à quel point, je n'en sais rien. Non, mais il n'y a pas équivalence entre zone humide et gestion des eaux pluviales. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des objectifs communs, il y a des intérêts communs aux deux. C'est plutôt là qui me semble important. C'est d'essayer de faire des leviers pour servir deux objectifs de la manière la plus intelligente possible. Après, il restera toujours des tuyaux, malgré tout, dans les centres-villes, en tout cas pendant encore un moment. Et les zones humides, elles ne sont pas alimentées de toute façon que par les eaux pluviales urbaines. Mais les eaux pluviales, c'est aussi tout ce qui ruisselle. C'est tout ce qui ruisselle. C'est pas simplement les tuyaux en milieu urbain. Donc c'est pour ça. De toute façon, l'eau globalement, elle arrive d'en haut. Enfin, c'est la pluie. Donc on est forcément en lien avec les eaux pluviales. Et la manière dont on gère le ruissellement va avoir une incidence très forte sur l'érosion des sols, sur la biodiversité, sur le maintien ou non des zones humides. Si on draine un marais, voilà, on l'a drainé.
c'est fait. Concernant les technologies sur les nanoparticules, je te laisse peut-être plus en métrologie. Il n'y a pas d'action directe des assises de l'eau au sens strict. Enfin, je veux dire, ce qui est envisagé, c'est le bon état des masses d'eau sous tous ces paramètres. Je ne vais pas souvenir qu'on ait discuté plus particulièrement. Bon, là, il y a les nitrates quand même, parce qu'il y a les contentieux européens, mais sinon, on n'a pas discuté spécifiquement d'une molécule ou d'un type de pollution, mais de manière plus large. En revanche, il est certain que sur les enjeux micropolluants, y compris nanoparticules, il y aura des travaux, mais qui sont encore pour partie dans le domaine de la recherche et de l'innovation. C'est pas encore opérationnel. Monsieur Bertrand, peut-être un mot là-dessus avant de passer à la question suivante. Exactement sur ce dernier point. C'est un des 5 sujets pris en charge par le comité stratégique de filière dans ce qu'il appelle ses projets structurants. Et typiquement, sujet micropolluants, polluants émergents, on est dans le cas typique d'une filière économique qui s'est créée sur le financement par l'innovation. Se sont fabriquées des entreprises performantes sur le sujet qui se trouvent confrontées à une barrière à l'entrée du marché qui est que leurs technologies innovantes ne sont pas réglementées, je vais le dire, ou encadrées, reconnues, le terme est le bon. Et de ce fait-là, eh bien, ces entreprises se trouvent finalement coincées à l'entrée du marché. Donc il y a des soucis financiers chez certaines. Et un des enjeux du CSF sur ces missions-là, sur cette activité-là, eh c'est d'aller pousser la réglementation pour permettre à ces entreprises de déclencher leur activité d'un point de vue commercial, économique, évidemment. Et puis de prendre en compte des technos un petit peu différentes. C'est-à-dire que pour l'instant, on est sur la métrologie, la mesure d'un paramètre, de plusieurs paramètres. Là, on est sur des technos qui sont plutôt de mesure d'effet global. Et on commence à travailler avec ce qu'on appelle des bioessais ou des biocapteurs. Enfin bon, il y a beaucoup de techniciens dans la salle, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Voilà, donc ça, c'est une des solutions. Pour l'instant, j'espère, je suis plutôt optimiste en déblocage, mais qui devrait permettre d'aller attaquer autrement des évaluations et de la métrologie au sens global, y compris donc, madame, sur les questions de nanoparticules. Merci pour ces réponses. Monsieur, je vous laisse vous présenter pour que nous puissions vous situer avant de poser votre question ou de nous faire part d'un éventuel témoignage. Oui, donc Jean-Pierre Morvan, agence de l'eau Loire-Bretagne, je suis le délégué territorial. Je voulais revenir sur la question du financement de cette politique. C'est un peu le nerf de la guerre. Alors, on a vu que dans les conclusions, vous avez expliqué les conclusions avec évidemment le rôle des agences dans le financement, en précisant bien que de toute façon, ce rôle existe déjà. Alors, les assises de l'eau ont pu permettre d'ajuster un peu à la marge ou de bien insister sur certains aspects du financement, notamment sur la solidarité urbain-rurale. Mais bon, il n'y a pas de changement majeur. Bon, il y a eu le financement par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, qui est quand même un aspect important parce que c'est reconnaître que certains investissements ont des durées d'amortissement très longues, en particulier sur les réseaux. Donc quand on réalise un investissement sur les 60 prochaines années ou sur les 80 prochaines années, pour donner un peu les durées des matériels, on peut se permettre d'avoir un prêt sur du très très long terme, et c'est le cas. Mais je voulais surtout revenir sur le troisième aspect de ce financement que vous avez évoqué, c'est les fonds européens. Avec une difficulté, parce que ça sera intéressant de pouvoir mobiliser beaucoup plus fortement les fonds européens. Mais là, et je pense notamment au FEDER, le FEDER, il est quand même aujourd'hui porté par les régions. Et aujourd'hui, les régions n'ont pas de compétences spécifiques sur l'eau. Et quand on discute avec elles, dans le cadre de la préparation justement de la prochaine programmation FEDER, on se rend compte que les régions ont une vision stratégique à l'échelle de leur territoire, mais pas tellement sur l'eau. À la limite, c'est un domaine, les départements, oui, ils travaillent sur l'eau encore, enfin sur l'amont du bassin, il y a beaucoup de compétences là-dessus, mais les régions, pas trop. Et donc, c'est une vraie difficulté parce qu'on pourrait imaginer que
l'avenir, c'est d'avoir des cofinancements État, notamment agences, régions, via les fonds européens, et je pense en particulier au FEDER. Après, il y a la question du FEADER sur le volet agricole, mais là, je pense plutôt au FEDER. Et en fait, on n'est pas très bien organisé par rapport à ça. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des débats là-dessus au moment des assises, mais ça me semble, dans ma pratique quotidienne, en tout cas, ça me semble une vraie difficulté pour la négociation à venir dans les 2 prochaines années. Vous nous dites que, a priori, les premiers interlocuteurs légitimes ne sont pas forcément les mieux armés aujourd'hui pour s'intégrer dans les dispositifs. Oui, les régions sont assez mal à l'aise. Voilà. Enfin, mal à l'aise. Non, mais c'est mon interprétation. Ouais. Mais les régions ont peu de Ten, compétences et ne se sentent pas très investies Bien sûr. de cette question de l'eau. En même temps, elles commencent à s'apercevoir que la question devient urgente, hein, avec les problèmes de sécheresse qu'on a, mais ils ne sont pas très bien armés là-dessus. Et pourtant, leur rôle vis-à-vis de la mobilisation des fonds européens, leur rôle est capital. Bien sûr. Ah ouais, Oui, absolument. On a une double difficulté, effectivement, avec les régions. C'est qu'en théorie, la gestion du FEDER, c'est leur compétence. Hein, et que les projets qui peuvent être financés dans ce cadre-là n'ont pas à rentrer dans les compétences techniques, hein, ou organisationnelles qui sont les leurs. C'est une compétence à part entière. Bon. Et c'est clair que le fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui de compétences des régions sur le domaine de l'eau, bon, à l'exception de la Bretagne, de l'Alsace, enfin de Grand Est, pardon, mais à culpa, puisque c'est passé maintenant Grand Est, et de PACA, les régions n'ont pas de compétences dans le domaine de l'eau. Et donc, elles n'ont pas non plus de techniciens, enfin, de personnes qui ont une expertise, oui. hein, qui ont une expertise dans ce domaine pour concevoir une politique publique et faire des appels à projets ou voir comment est-ce que le FEDER pourrait être mobilisé là-dessus. Donc, on a un grand vide. Bon. Et c'est vrai que dans le cadre des assises, en particulier une de nos vice-présidentes qui est à l'agence de l'eau Artois-Picardie a porté très fortement l'idée qu'il y ait un conventionnement passé entre les régions et les agences de l'eau pour que les agences de l'eau puissent contribuer à la définition du champ haut de leur politique. Hein, FEDER, hein, en lien aussi justement avec leur soutien aux politiques agricoles, leur soutien à l'adaptation au changement climatique, leur soutien au développement économique. Oui, il y a des régions, s'il n'y a pas d'eau, mais non, mais c'est pas vu comme étant une problématique eau. Mais s'il n'y a pas d'eau, eh ben, on n'aura pas d'agriculture. Si on n'a pas d'eau, on n'aura pas de possibilité de créer un certain nombre d'activités économiques. Pourtant, c'est bien la compétence des régions, mais c'est pas vu comme ça. Et donc la proposition, c'était que les agences de l'eau puissent travailler là-dessus. Mais ça, donc la proposition, c'était de dire on crée 5 ETP supplémentaires dans chaque agence de l'eau pour aider les régions à ça. Parce que, depuis, je ne sais plus comment ça s'appelait dans les anciens temps, enfin tous les programmes de pressurage des effectifs des agences de l'eau ont plutôt conduit à l'inverse. Et on s'est vu opposer une fin de non-recevoir extrêmement brutale du gouvernement là-dessus. C'est niet. Il y a une trajectoire de réduction des effectifs. Ne venez pas nous demander de créer 2, 3, 4, 5 ETP par agence. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'on crée 25 ETP à l'échelle de l'ensemble, à l'échelle nationale. Ouais, et ça a été clairement un niet catégorique. Y compris si c'était même en disant ça pourrait être financé justement par les régions, puisque c'est un moyen d'instruire les FEDER. C'est un non catégorique. Et c'est d'autant plus stupide que justement l'eau, c'est un des facteurs intégrateurs des politiques publiques portées par la région, même si ça n'est pas en tant que tel une compétence de la région. Oui, et j'ajouterais aussi que c'est d'autant plus dommage que la question de la mobilisation des fonds européens, c'est une vraie question en France, et que là, pour le coup, on a une structuration, on a à la fois des besoins et une structuration de l'ingénierie publique à l'échelle des bassins qui permettrait justement de capter plus de fonds européens et donc de faire assez facilement beaucoup plus là-dessus. Donc, quelque part, Bien sûr, ouais. l'argent investi serait facile
à valoriser. À valoriser, oui, ouais. oui, tout à fait. Juste, Merci pour ces remarques. On est dans le constat, malheureusement, d'après ce que vous venez de témoigner, Monsieur Ten, qu'effectivement, fin de non-recevoir sur quelque chose qui paraît effectivement, y compris pour les acteurs de terrain, ce qui serait l'une des meilleures solutions techniques pour flécher justement ce type de financement avec les capacités d'ingénierie que possèdent les régions aujourd'hui et l'expérience qu'elles possèdent sur le montage de ce type de dossier, parce que Dieu sait que ce ne sont pas des dossiers faciles. Ce ne sont pas des dossiers faciles, et si on se penche sur le sujet de l'innovation et de la R&D, c'est le même constat malheureusement. On se trouve embarqué, pôles et acteurs régionaux d'ailleurs, et tout un tas de structures dans la stratégie du ministère de la Recherche pour augmenter notre performance française sur le moissonnage du financement européen de la R&D. Jusqu'à maintenant, sur Horizon 2020, c'est estimation très à la louche, mais pas de mon ressort, entre 200 et 600 millions loupés chaque année. Ça, c'est un énorme impact pour nous. De crédits non utilisés. Oui, oui. Alors, si un peu à la sauce Madame Thatcher, c'est-à-dire I want my money back, sur ce partage-là, on se loupe de 200 à 600 millions d'euros chaque année. Ah, bon. oui. Donc, c'est effectivement très dommageable. Et ce qui est aussi une illustration, en fait, intrinsèquement, ou si je la généralise, d'une vraie difficulté française à bien fonctionner sur ces guichets-là, malheureusement. Parce que, et j'en reviens à ma petite boutique, le financement de l'innovation en France, ce sont les régions, c'est l'État. Les régions, ça se maintient. L'État, vous regarderez l'évolution de la courbe du fonds unique interministériel, il est en décroissance. L'ANR, c'est devenu plus difficile, plus sélectif. Donc l'oxygène de l'innovation sur le domaine de l'eau, je pense vraisemblablement que c'est l'Europe. Donc là, on va travailler dessus. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais m'assurer que notre main ne se serait pas levée. On va dire que ce sera la dernière question pour respecter l'enveloppe de temps qui nous a été confiée. Merci, monsieur, de vous présenter. Ça sera rapide. Adrien Vermillard, société Stéro du groupe SOR, donc dans la construction des stations d'épuration notamment. J'ai noté là sur une slide qui est passée dans les conclusions des assises de l'eau deuxième séquence, objectif 2, action 7, tripler les volumes d'eau réutilisés. Voilà, je voulais savoir, aujourd'hui on a des gros soucis en eau, on nous dit qu'il faut la réutiliser, mais d'un autre côté on a beaucoup de difficultés à la réutiliser, notamment au niveau des autorisations en sortie d'usines de traitement. Donc c'est une bonne chose de voir cet objectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et quels sont les moyens qui ont été mis où le législateur va-t-il lâcher un jour du lest là-dessus? C'est une question qui a déjà été évoquée hier, pour votre information. Oui, si je veux être méchant, je dirais que 3 fois 0, ça engage pas beaucoup. Oui, voilà, parce qu'on part de loin. Non, plus sérieusement, d'abord l'objectif il a quand même été réélargi. C'est eau non conventionnelle, donc ça intègre effectivement la réutilisation des eaux traitées, des stations d'épuration, mais également des eaux d'exor, parce qu'on en a quand même pas mal en ville, mais aussi sur des cités minières, etc. C'est aussi la réutilisation des eaux de pluie, c'est aussi la réutilisation des eaux grises à l'intérieur des immeubles, habitations ou autre chose. Bon, donc c'est pas limité. Il est clair qu'on a aujourd'hui une législation, une réglementation. C'est plutôt une réglementation d'ailleurs. C'est pas la loi qui l'interdit. C'est vraiment la réglementation sanitaire qui constitue un frein clair au développement de la réutilisation sous toutes ses formes. C'est à la porte des ARS qu'il faut aller toquer. Là. Oui, la Direction générale de la santé, c'est à Paris que ça va se discuter. Alors là-dessus, il y a quand même un règlement européen qui devrait clarifier les choses et qui devrait nous ouvrir au niveau français un certain nombre d'opportunités. C'est plus permissif dans d'autres pays, à votre connaissance? Non, c'est beaucoup plus restrictif. Ah oui, d'accord. Non, on est très, très, très restrictif au plan sanitaire. En France? En France. Non, mais justement, je parlais d'autres pays, voilà, c'est ça. Donc vous venez de répondre à ma question. C'est plus permissif dans d'autres pays qu'en France. Oui, enfin encore pas forcément. Non, c'était le mot permissif qui me gênait un petit peu parce que ça permissif, ça a un côté un peu laxiste. C'est pas. Enfin, je pense que dans les autres pays, les enjeux de sécurité sanitaire sont aussi quand même tout à fait pris en considération. Oui, je comprends. Donc c'est presque plutôt que nous, on est très, 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 très frileux sur ces sujets. Ça ne veut pas dire
que les autres pays font n'importe quoi. Hein. Je Oui, pense oui, que bien sûr, c'est quand même assez sérieux. Maintenant, je dirais quand même que la réutilisation des eaux usées, là encore, c'est pas la panacée, c'est pas la solution universelle. D'abord, je rappelle que 90% des eaux de stations d'épuration, elles retournent dans les rivières. Hein, et que s'il n'y a pas d'eau dans les rivières, c'est une forme de réutilisation. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, les soutiens d'étiage, etc., on l'a dit hier, sont aussi parfois dépendants très fortement de cette restitution. Quand on est sur la Loire, depuis le Gerbier de Jonc jusqu'à Saint-Nazaire, je ne sais pas combien de stations de pompage et de stations d'épuration tout au long qui, les unes pompent dans la nappe ou directement dans la rivière et des stations d'épuration qui rejettent dedans. Donc il y a quand même tout un chaînage déjà de réutilisation. Et de compensation. Et quand on veut conserver des débits d'étiage minimum, il faut qu'il y ait de l'eau dans les rivières. Hein. Par contre, il y a effectivement un certain nombre de situations dans lesquelles, d'une part, on n'a pas forcément besoin d'eau de qualité exceptionnelle et d'eau potable, et il peut y avoir de la substitution, hein, et c'est certainement intéressant. Et il y a des territoires sur lesquels c'est entre guillemets sans regret, hein, et je pense notamment aux eaux de littoral, sur lesquelles effectivement, avant d'être rejetée en mer, l'eau refasse encore un petit tour, hein, un petit cycle, pour faire du nettoyage de voiries, pour faire un peu d'irrigation, pour faire... enfin, je veux dire, on peut se dire que globalement, ça n'a pas trop d'impact. C'est pas ça qui va modifier profondément les problématiques de salinité d'estuaire ou de littoral. Mais par contre, voilà, à grande échelle, attention, sur les têtes de bassin, priver les têtes de bassin ils sont pas du tout les mêmes situations, de l'eau des stations d'épuration, ça risquerait de poser de sérieux problèmes plus bas. Donc, merci Monsieur Ten, il va nous falloir conclure. Donc Monsieur Bertrand, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là en particulier? Sur ce point-là, mais c'était vraiment une boutade. Donc, ah bon, bah allez-y, oui, ça sera le mot de la fin. Citer un penseur désormais disparu, Raymond DeVos, vous prenez rien, vous le multipliez par 3, ça fait 3 fois rien, c'est déjà un petit quelque chose. Voilà, c'est une illustration. Merci pour cette citation qui illustre parfaitement la remarque de Monsieur Ten, la remarque précédente. Merci à vous pour votre présence d'abord, pour vos contributions et vos questions. Puis je vous propose, comme je vous le disais, c'était une conférence quasiment personnalisée, sur mesure, qui vous permettait un contact très direct et de proximité avec nos deux intervenants, que je vous propose d'applaudir pour les remercier de leur préparation et de leur présentation. Merci messieurs. Madame, messieurs, madame, monsieur, merci à vous pour votre présence et bonne continuation sur ce salon 2019 à Vichy.